Hamod. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Dafka, le soir, vous aurez le plus de questions, il n'y aura pas de questions. On va pas pouvoir. Alors, on va parler de Chag Hanouka. Nachon, c'est que dans 10 jours. Mais la semaine prochaine, malheureusement, on ne pourra pas faire court. Et donc après, je ne sais pas comment ça va marcher, ça sera en plein Hanouka. Est-ce qu'on aura le temps de bien d'étudier? Vous voulez étudier ou vous serez en plein dans les beignets? Résultat des cours, c'est important de parler un peu de Chag Hanouka. Chag Hanouka, c'est la fête la plus sympa de l'univers. Seulement, c'est certainement la fête, ce n'est pas l'une des fêtes les moins bien comprises, voire les plus mal comprises. Et donc ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de comprendre la véritable signification de Chag Hanouka. Alors pour ce faire, d'abord, puisqu'on est ici devant un tzibour qui est à majorité séfarade, si j'ai dit à majorité, mais je n'en avais pas. Il y a des Ashkenazim, moi aussi je suis Ashkenaz à mes heures perdues. Vous avez ça d'air. Par contre, une chose est sûre, vous savez bien que dans le judaïsme, il y a des choses qui sont du domaine du Yarek ve'aliyavor, genre un truc. La halakha, on peut se débrouiller. Mais par contre, s'il n'y a pas, je sais pas moi, certains plats traditionnels à Pessah, c'est pas possible. C'est beaucoup plus important que il chotrotzer, quoi, ça veut dire. La tradition, elle est évidemment fondamentale. Et quand je parle de tradition, eh bien ça rentre également dans la halakha. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez vous imaginer des Sfaradim qui d'un coup suivraient les rabbins ashkénazes, mais encore pire, des Ashkenazim qui décideraient de suivre les rabbins séfarades? C'est pas possible. Ça, c'est pas possible, on est bien d'accord. Et c'est pour ça que vous avez dans la source numéro 1, je vous ai amené ici le Bayer Etev, on va commencer comme ça, qui dit un truc complètement dingue. D'ailleurs, il y a des Ashkenazim dans la salle? N'aie pas honte, hein. On est en majorité Beklal Am Israël. Il y a des Sfaradim également? Alors dites-moi, rapidement, les Ashkenazim, on arrive dans 10 jours, c'est Hanouka. Combien de Chayot Kiyot vous allumez à la maison? Une par personne, tu dis. Et les Sfaradim qui sont présents, combien vous faites? Une par maison. Top, c'est pas surprenant, regardez ce que nous dit ici Bayer Etev. Alors, Ve'afilu im rabim bene habayit, même s'il y a plusieurs personnes dans la maison, lo yadliku yoter mi'echad. Donc, qui dit ça? Et regardez, le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, Sfarad, tout va bien. Ve'yesh omrim, yesh omrim en l'occurrence c'est Arema, Ashkenaz, il dit ve'yesh omrim, dechol echad mibnei habayit yadlik, vechen minhag pashut. Donc ça, c'est le Rema. Jusque là, tout va bien. Alors attends, il y en a qui disent, au nom du Rema, Ashkenaz, Rabbi Moshe Isserles, Krakovi, que donc on allume une par personne. Maintenant le problème, il est là. Il est que le Rabbi Yosef Karo et le Rema, ce sont des Acharonim. C'est maintenant, c'est à 450 ans. D'où ils tirent leur source? Ben il est là le problème. Nous dit le Bayer Etev, Vezeh Chidush. Quoi? Chez Sfaradim, Noagim Katosfot, Ve Ashkenazim Karambam. Alors, celui qui a dit, chez les Rishonim, qu'il fallait allumer une par personne, c'est le Rambam, Sfarad. Et ceux qui ont dit qu'il fallait allumer une par maison, c'est Tosfot, Ashkenaz. C'est-à-dire qu'on est arrivé ici à Hanouka, où tu as les Ashkenazim qui font comme les Sfaradim, et les Sfaradim comme les Ashkenazim. Nous dit, Velo Matzanu Beshar Mekomot. C'est un cas unique. Dans le million et quelques de halachot dans le peuple juif, c'est un cas unique à Hanouka, que les Ashkenazim ils suivent les rabbins Sfarad, les Sfarad ils suivent les rabbins Ashkenaz, Vezeh Bayesh. Mais ils le savent pas. Je sais pas, peut-être que maintenant tu le sais. Quoi, ça va changer la façon dont tu vas allumer? Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce que ça part en cacahuète? Alors je laisse ça de côté, on y reviendra évidemment. Je voudrais rentrer directement dans Chag Hanouka. Non, parce que quand on pose la question, je suis désolé s'il y a certaines personnes qui ont déjà entendu le shiur, on était en cal restreint l'année dernière quand on a commencé le premier shiur à Givat Shmuel, et j'avais parlé de ça un petit peu. On va essayer de dire deux, trois choses qu'on n'avait pas dit à l'époque. Maintenant, quand on parle de Chag Hanouka, évidemment, ce qui vient tout de suite dans les bras de la Ganénette, et donc dans les nôtres, c'est quoi? N'est-ce pas Hashem? Baron, c'est tellement Hamoud. Tellement Hamoud, je veux bien. Aval. Aval, prenez-le pour dire, il n'existe aucune fête dans le judaïsme qui a été décrétée parce qu'il y a eu un miracle. Aucune. Prenez la fête de Pessah. Qu'est-ce qu'on fête à Pessah? Certainement pas les 10 plaies.
Et non pas non plus la Kriyat Yam Souf. On les rappelle l'ouverture de la mer Rouge. Mais la fête, c'est quoi? La fête qu'on soit sorti d'Égypte, concrètement. La fête de Shavuot, on fête le fait que Dieu nous ait parlé. C'est pas un miracle. Le fait qu'il ne parle pas tous les jours, ça ne veut pas dire que c'est un miracle. Chamboulement des lois de la nature. Quand on parle de la fête de Yom HaAtzmaut, c'est parce qu'on a créé l'indépendance d'État d'Israël. Pourim, on a réussi à se défendre, et finalement on n'a pas été tué par Aman, et ainsi de suite. Hanouka, si on vient et qu'on me dit que c'est parce qu'il y a eu une Nespach Hashemen, je dis nine. Mais attendez, pire que ça, franchement, Nespach Hashemen. Dans la liste des miracles qu'on a eu droit par le patron, je le mets... Bon, alors, je viens de Metz. J'aimerais bien pouvoir prendre des comparaisons de temps en temps avec du football, mais c'est pas possible. Mais là, oui. Là, pour le coup, ça marche. Parce qu'ils sont en bas de tableau. Et donc ça, c'est un miracle de bas de tableau, les gars. C'est un miracle né. C'est pas un miracle. Donc franchement, combien de personnes ont vu Nespach Hashemen? Allez, je suis large. En étant large. Si on dit qu'une dizaine de personnes ont vu ça, c'est beaucoup. On parle des Kohanim qui bossaient au Beth Amikdash à ce moment-là. C'est dans le Echal, c'est dans la Menorah du Beth Amikdash, il n'y a personne qui va là-bas. Personne n'a vu ce miracle. Je dis pas qu'il n'a pas eu lieu, mais je dis que personne n'en a parlé. D'ailleurs, vous savez quoi? Si déjà vous aimez l'huile, peut-être qu'il y a d'entre nous des Tunisiens, je ne sais pas. Si vous aimez l'huile, pas de problème, et que vous aimez les miracles à huile, eh bien je vous ai amené un miracle à huile dans la source numéro 4. En veux-tu, en voilà. On l'a lu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs dans la Haftarah, c'est l'idée Haftarot du livre des Haftarot. Dans le livre de Melachim, on a Elisha, un Navi, qui vient voir une femme, toute une histoire en avant, en amont, et finalement il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? La femme lui dit, écoute, j'ai rien du tout. J'ai rien chez moi, j'ai rien à part une petite fiole d'huile. Et il lui dit, bah tu sais quoi? Fais-toi un kiff, appelle toutes tes copines, demande-leur d'amener tous les ustensiles qu'ils ont à la maison, et une fois qu'elle a ramené tous les ustensiles de la ville, elle commence à verser sa petite fiolette, et ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Et juste une fois qu'il n'y a plus d'ustensiles à remplir, alors l'huile s'arrête. C'est-à-dire que d'une petite fiole d'huile, elle n'a pas brûlé pendant 8 jours. Elle a rempli des hectolitres d'huile, des piscines d'huile. Miracle de malade, que tout le monde a vu. Et personne n'en a jamais fait une fête. Je vais vous dire mieux que ça. La majorité des gens, ils connaissaient même pas cette Haftarah avant que ce soit une Haftarah. Ce qui prouve bien que c'est pas une raison. Mais vous savez quoi? Peut-être que je m'emporte. Peut-être que c'est mon côté ashkénaze, mon côté cuisine à la vapeur. Peut-être, je ne sais pas. Alors, vous savez quoi? Demandons aux principaux intéressés. Ah oui, parce que quand on parle Hanouka, c'est vrai, il n'y a pas eu de Masechet Hanouka. Il n'y a pas un livre du Talmud qui parle de Hanouka. Certes. Mais Hanouka a été mentionné dans un livre. Un livre, je vous rassure, qui n'est pas étudié dans les yeshivot, pour la simple raison qu'il n'a pas été écrit par des rabbins propères. Donc, forcément, on n'étudie pas ça quand on étudie la Torah. Mais c'est bien dommage, parce que c'est un des livres avec le plus de Emouna que vous pourrez trouver. Extrêmement rébarbatif et très 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 ennuyeux à lire, certes, parce que c'est écrit dans un langage d'il y a 2000 ans, et que c'est un gros pavé, mais Sefer HaMakkabim, c'est un livre qui a été écrit par les Maccabim, par les Hashmonaïm, par les intéressés, par les mecs qui ont fait la guerre. Et les mecs qui ont fait la guerre, à la fin, quand ils parlent de Hanouka, bien s'il y a bien un type de personne qui a vu, n'est-ce pas, Hashem, bah c'est bien eux. Regardez ce qu'ils écrivent. Les principaux intéressés. Dans la source numéro 2, Sefer HaMakkabim, nous dit la chose suivante. Ve'achogo et Hanoukat HaMizbeach Shmonat Yamim. Ils ont fêté, à la fin de la guerre, le fait qu'ils ont pu recommencer l'inauguration du Beth Amikdash pendant 8 jours. Ve'alo lod ve'todot besimchat levavam. Ils ont kiffé. Ils ont kiffé. ויפארו סליחה את פני היכל בעטרות ובנגין זהב ויחתו את השערים וזאת נשגלה קיצור גרוס פוליו בית המקדש. Et là ils disent ותהי שמחה גדולה בכל העם. Pourquoi tout le monde était content? Petite fiole d'huile? Non, כי גלל השם את חרפת הגויים מעליהם. גלל מלשון גאולה. C'est-à-dire qu'on a eu la Géoula des Goyim, on a eu notre indépendance, on a réussi à battre les Grecs. La folie, génial. Donc, c'est d'après eux, c'est quoi la guerre, la victoire. Et ensuite, il nous dit, Vayetzave Yehuda ve'echa v'chol ke'al Yisrael lachug et Chanoukat HaMizbeach beyom 25 lechodesh Kislev. Ils ont décidé d'en faire une fête. Et là, je vous pose juste une petite question préalable. Ok,
il y a Nespach Hashemen. Vous venez de faire allusion également à une autre raison pour faire la fête de Hanouka, c'est la victoire contre les Grecs. Et donc ma question, elle est évidente. Est-ce qu'il y aurait des actions, des mitzvot particulières à Hanouka? Et je ne mets pas les beignets dedans. Les beignets, on est d'accord que c'est au-delà de la mitzvah. C'est allumer les bougies. C'est où? Et ah, Hallel, Toda. Pendant 8 jours. C'est-à-dire Hallel, Veoda, l'Anissim, c'est la même chose. Et les bougies. Ça tombe plus ou moins bien parce que vu qu'on a 2 raisons, plus minus, pour faire la fête, bah ça tombe plus ou moins logiquement bien qu'on ait 2 mitzvot. D'ailleurs, on va dire que assez logiquement, on va relier le Hallel à quoi? À la guerre. Et les bougies? Ouais, on verra. Je suis pas sûr. Mais disons, alors je continue. Et donc les Hashmonaïm, je reviens à mon histoire, ils ont dit qu'on allait faire une fête pendant 8 jours. Et ils ont dit qu'on fait quoi pendant cette fête? Ben regardez la dernière ligne. Shmonat Yamim, Zichrat Shmonat Yamim, Mideh Shana, Beshana, Behallel ou Beoda. Les Hashmonaïm, ils ont dit on fait Hallel et Alanissim. De quoi ils n'ont pas parlé? Non seulement ils n'ont pas parlé de Nespach Hashemen, mais ils n'ont pas parlé d'allumer des bougies. Alors vous allez me dire, ils étaient peut-être pressés, c'était peut-être l'effervescence du moment, ils ont peut-être oublié. Donc demandons aux seconds intéressés. Pas les Hashmonaïm, mais 100 ans plus tard. 100 ans plus tard, on a un homme qui connaît très bien le problème, parce qu'il est lui-même Hashmonaï, de lignée. Il est Kohen, il a bossé au Beth Amikdash, il est Chacham Meod, à 15 ans c'est lui qui enseigne les lois de Touma et Tahara, de pureté et d'impureté aux autres prêtres au Beth Amikdash. Il a été envoyé par le Sanhedrin pour faire Sciences Po à Rome, c'est un mec qui maîtrise, et c'est le mec quand il revient qui va être nommé général en chef des armées du nord d'Israël dans la guerre contre les Romains. Donc autant dire que c'est un mec qui a du bagage. Son nom, Yosef ben Matityahu. Vous le connaissez peut-être mieux sous son nom de scène, Flavius Joseph. Flavius Joseph, il écrit un livre. Bon, il en écrit 4, mais le livre qui nous intéresse ce soir, bien que je vous conseille de lire un petit livre, son dernier, qui s'appelle Contrapion. Voilà, je vous le conseille vraiment, il n'est pas long. La première partie, pour ceux qui ne sont pas archéologues ou qui ne sont pas férus d'histoire antique, ça va être très très compliqué à dire, il vient répondre à une première attaque de dire que les Juifs c'est un peuple nouveau. Et en fait, dans toute la première partie du livre, il va citer toutes les références littéraires et archéologiques, machin, on parle d'il y a 2000 ans, qui ont cité les Juifs. Donc il ne parle pas de sources juives, mais il cite des textes que tu ne savais même pas que ça existait, quoi. Et la deuxième partie du livre vient répondre aux attaques du premier antisémite de base, à savoir Appion. Un antisémite classique, hein, comme on peut connaître aujourd'hui dans toutes leurs formes. Et il va balancer plein de pics antisémites, et à chaque fois, Flavius Joseph va répondre un par un pour protéger ce que s'appelle le judaïsme. Donc c'est très intéressant ce livre, il est petit, je vous le conseille. Quoi qu'il en soit, il y a un livre qui est lui un pavé, je ne parle pas de la guerre des Juifs contre les Romains, qui retrace les événements de la guerre, mais un livre qui s'appelle Kadmoniyot HaYehudim, les antiquités des Juifs, en gros un livre d'histoire depuis Adam Arishon jusqu'à lui. Et donc dans ce livre, il va parler de quoi? Hanouka. C'était pas longtemps, il y a 100 ans. Et qu'est-ce qu'il dit Flavius Joseph, qui je rappelle fait partie des Hashmonaïm, donc s'il y a bien un miracle, Nespach Hashemen, mais il a dû passer dans la famille. Voilà ce qu'il dit. Accord numéro 3. Ugdola kolkach haïta chedvatam al chidush minagem. T'es tellement content qu'on a pu refaire enfin nos minagim. Chez Nitna lahem areshut leachar zman rav. Ça fait longtemps qu'on pouvait plus. Bli shetzipou lekach. Ils n'avaient même pas prévu, c'est la guerre, elle est arrivée, et puis boum. La avodet Elohem, ad shechukeku chok ledorot. Ils ont décidé d'en faire une loi. Qui dit quoi? La chouk chidush ha'avoda b'amikdash b'mesher shmonat yamim. De faire une fête de 8 jours qui symbolise le fait qu'on puisse rebosser au Beth Amikdash. Umeoto zman ve'ad hayom inenu chogegim et hachag. On le fait jusqu'à aujourd'hui. Ve'korim lo. Qu'est-ce qu'il dit? Chag ha'urim. Ah bah c'est bon. La fête des Lumières, c'est bon, c'est parti, c'est Noël. Eh ben non. Parce que dans la suite du livre, il t'explique ce que c'est Chag ha'urim. Que c'était Or Gadol qu'on a pu revenir au Beth Amikdash et qu'on a pu se débarrasser des Grecs. De quoi il oublie de parler? Et c'est 2 pavés, hein, énormes, Kadmoniyot HaYehudim. De quoi il oublie de parler? Non, la guerre il en parle, il fait tout le rapport. Mais Nespach Hashemen il oublie. D'ailleurs, dans le Talmud Yerushalmi, où ils vont citer Hanouka, c'est vrai qu'il n'y a pas de Mishnah de Hanouka, mais dans le Talmud on en parle. Dans les Yerushalmi, ils vont aussi oublier de citer Hanouka.
Pas Hanouka, c'est grave, Nespach HaShemen. Dans les Sheiltot de Rav Achai Gaon, le premier livre de Halacha, qui a été écrit après le Talmud, il y a 6 pages qui parlent de Hanouka et toutes ces halachot. Et il parle de long en large en travers. Il oublie juste de citer Nespach HaShemen. Alors je dis pas que ça n'existe pas. Il y a du Nespach HaShemen. Il y a dans le Talmud, dans Maseret Shabbat, les fameuses 2 lignes du Talmud que tout le monde connaît sur Hanouka. On en parle. Oui, mais qu'est-ce qu'on dit? Regardez dans la source numéro 5. C'est la seule la Gemara dans Maseret Shabbat. On dit Kshenichnasu Yevanim la Echal. Tim'u kol hashmanim. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'ils ont fait au shmanim? Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'huile? C'est-à-dire, il y avait de l'huile ou il n'y avait pas de l'huile? Il y avait une tonne d'huile. Ce qui fait que j'ai le droit d'utiliser cette huile? Moi j'arrive, je suis Yehuda Maccabi, bonjour, Bet Amikdash, ça va pas? Alors j'ai trouvé une petite fiole d'huile avec le chotam de Kohen Gadol, super, je suis content, j'allume. Mais j'ai prévu de faire quoi demain? Je suis pas censé savoir qu'il va y avoir un miracle. Alors j'ai déjà envoyé un mec, un émissaire à Tkoa pour ramener de l'huile. 4 jours aller, 4 jours retour. Commencez à comprendre les 8 jours. Mais qu'est-ce que j'ai prévu de faire demain? C'est moutard? Mais c'est pas que c'est moutard. Lama, Touma outra betsibour. J'ai pas le choix. La Touma, l'impureté, elle a été permise parce que l'ensemble du peuple, il est dans ce cas-là. Et quand j'ai pas le choix, ben, j'utilise. J'ai aucun problème ilratique d'utiliser de l'huile impure si j'ai pas autre chose. Donc, Bichlal, Nespach HaShemen n'avait même pas besoin. Je suis pas en train du tout de le mettre. Non, mais. Et donc ils te disent comme ça. Vetim'u kol hashmanim sheba echal ukshegavra malchut bet hashmonai venitzrum. Et quand les hashmonaim ils ont gagné, ils les ont battus. בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס. Et boum, 8 jours. L'histoire classique. Donc de là, tu vas me dire que donc c'est quoi la fête? Nespach HaShemen, alors c'est parti Chanoukia. Les Shana Acheret. Déjà ça leur a pris 1 an de débat entre les rabbins pour se mettre d'accord, est-ce qu'on fait une fête ou on ne fait pas une fête. Mais l'Om Shané, finalement, ils ont décidé de faire une fête. Les Shana Acheret, Kvaum Ve'asaum Yamim Tovim, Bema Be'alel ou Be'oda. C'est où les bougies? Pas de bougies. Maintenant, quand je te dis que Hanouka c'est pas connu, c'est mal connu, là quand on lit ça, on se dit bah ouais, c'est la fin du film. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on raconte aux enfants. Yehuda Maccabi, il est venu, ils sont rentrés en Beth Amikdash, par Echad Shel Shemen, bababoum, et on a fait la Hanoukia et c'est génial. Wouhou! Est-ce que vous avez déjà entendu un gars où votre fils il est rentré, il a dit attends, j'ai entendu un truc de malade. Qu'après l'histoire de Hanouka, 6 mois plus tard, le Sanhedrin est venu, il a mis Yehuda Maccabi dehors, ils ont rouvert les portes aux Grecs et les Grecs sont revenus. Hein? On vous a pas dit ça, hein? Ça fait un Maccabi. On a chassé Yehuda Maccabi, ce fanatique religieux, pas du tout. On a fait revenir les Grecs. Et on a dit bon maintenant ils vont comprendre, ils vont être sympas avec nous. Et 6 mois plus tard, après que les xérotes grecs, les écrits grecs, ils reviennent, ils vont rechercher Yehuda Maccabi. Ils disent bon finalement tu pourrais peut-être venir. Et il revient, et on vous dit pas non plus la fin du film, que Yehuda il meurt au combat. Et que c'est son frère qui prend les commandes. Non, tout ça on ne nous dit pas, hein, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Quoi qu'il en soit, je sais pas, ils sont mes bougies. Même si d'après ma Maseret Shabbat, j'ai quand même mon Nespach HaShemen qui est rentré dans l'histoire. Bon, sans plus attendre, je ne vous l'ai pas mis dans la feuille parce que sinon ça aurait été trop dur. Mais vous savez pourquoi il y a eu une Nespach HaShemen pour de vrai alors qu'on n'en avait pas besoin? À cause de ce que va dire le Rambam maintenant. Le Rambam nous dit comme ça dans Ilchot Hanouka, chapitre 1, Halacha 1. Il va nous expliquer pourquoi on fait Hanouka. Pachout. Nous dit le Rambam, Bebayt Sheni, Kshemalchei Yavan Gazrou Gzerot al Israël, quand les Grecs, ils n'étaient pas gentils. Ou Batlou Datam, ils nous empêchaient de faire la Torah, de faire notre religion. Velo Enichou Otam la Asok Batorah ou Mitzvot, on ne pouvait pas faire la Torah. Vebashtu Yadam Bemamonov Notehem, Kitsour, c'était le grand n'importe quoi. ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימו הטהרות וצר להם מאוד לישראל בפניהם. En gros, balagan. ולחצו מלחץ גדול. עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו. Finalement, Dieu il nous a fait kiffer. ואז, והושיעם מידם והצילם. Il nous a sauvés. Comment? וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום. Les כהנים גדולים, ils ont pris les armes et ils ont tué. והושיעו ישראל מידם. ils ont mis un roi prêtre. Vechazra malchut l'Israël yeter al 200 shana
עד החורבן השני. רמב"ם, loi sur Hanouka, chapitre 1, halakha 1, c'est quoi la raison pour laquelle on fait Hanouka jusqu'à aujourd'hui? Parce que la royauté est revenue au peuple juif pendant plus de 200 ans. Le problème, c'est que le Rambam, contrairement à plusieurs personnes dans notre communauté juive, avec des connaissances religieuses, lui connaissait l'histoire aussi. Quand il dit que la royauté est revenue à Israël pendant plus de 200 ans jusqu'au Khurban, il sait très bien que la révolte de Hanouka, c'est entre moins 167 et moins 164. C'est-à-dire que plus de 200 ans, c'est pour arriver jusqu'à l'an 70, la destruction du temple. Maintenant, le Rambam, il est pas d'accord. Il sait très bien qui a régné entre la fin de Hanouka et la destruction du temple. Je vous fais pas de suspense, c'est les pires Réchaïm qu'on ait jamais eu. C'est-à-dire, tu as du Alexander Yanaï dedans, et tu as surtout du Hérode et sa dynastie. C'est le mec qui a fait massacrer la moitié du Sanhédrin, quand même. Et il nous dit le Rambam, pour ces gens-là, Chazra Malchut le Israël, la royauté est devenue juive, on est redevenu indépendant, donc on fait le Hallel, vous savez quoi, pendant 8 jours. Je ne connais pas de communauté, avec quelque type de chapeau que ce soit, qui ne va pas dire le Hallel pendant 8 jours à Hanouka. Pour qui? Pour Hérode et Alexander Yanaï. Et pour Ben Gurion, on ne peut pas dire une fois. Mais, une parenthèse. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Quoi qu'il en soit, hein, c'est pas ce qui se passe, c'est Hanouka. On s'en fout. Quoi qu'il en soit, le Rambam il dit quelque chose de terrible. Que le Nespach Hashemen il en parle, et il a oublié de le dire lui aussi. Maintenant attendez, je vous ai dit pourquoi on nous a fait le Nespach Hashemen, je ne l'ai pas mis dans la feuille, mais d'après le Rambam, c'est la guerre. C'est la guerre qui nous a donné Hanouka. Et c'est pour ça que le Maharal de Prague, dans son commentaire sur Hanouka, qui s'appelle Ner Mitzvah, eh bien il va nous dire pourquoi il y a eu Nespach Hashemen. Je vais le dire en 2 mots. À cause des Ktané à Emouna. Dit le Maharal, parce qu'il y a des gens, s'il n'y avait pas eu Nespach Hashemen, ils auraient dit non, mais quel miracle, pas du tout, c'est à Palmar, ça, c'est pas Dieu. C'est la guerre, c'est-à-dire, ils ont fait des bonnes tactiques. Mais... Pour donner un peu de Yiddishkeit, comme on dit en arabe, pour que ce soit bien ressenti par tous comme étant la main de Dieu, alors on leur a donné Nespach Hashemen. Bon, attendez, mais ça veut dire que Nespach Hashemen, il est quand même pas du tout central en vérité dans notre histoire de Hanouka. D'ailleurs, vous m'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas encore d'accord avec vous, mais vous m'avez dit 2 sibot, 2 raisons pour la fête, et 2 mitzvot. Nespach Hashemen, allumage, je sais pas trop, et Hallel, victoire. Peut-être que si on arrive à déterminer quelle est la mitzvah la plus importante, et on déterminera quelle est la raison numéro 1. Alors, d'abord, d'où ça vient le Hallel à Hanouka? Qui a décrété qu'on disait le Hallel? Alors, on a vu ici, Chachamim. C'est l'homme idiouk. Ceux qui ont décrété de dire le Hallel à Hanouka, hein, celui qui a décrété de dire le Hallel à Hanouka n'est autre que... Hein? Tu as dit quoi? Les Hashmonaïm, non? Alors justement, pas les Hashmonaïm, mais bel et bien Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a dit qu'il fallait dire le Hallel à Hanouka. Et certes, vous avez un problème, un petit anachronisme de 1500 ans, c'est pas grave. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a marqué ici dans la source numéro, je sais plus, 8. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Shir Sheba Torah, donc le Shir Sheba Torah c'est Azia Shir Moshe. Moshe ve Israël amrou besha she'alu minaya. Jusque là, pas de problème. Azia Shir Moshe, ça a été dit par Moshe et les Bnei Israël quand on est sorti de la mer. Vehalel ze miyamaro. Et le Hallel que nous on dit aujourd'hui, à chaque fois qu'on le dit, qui a décrété qu'on devait le dire? Amrou, c'est vrai, miyamaro, c'est vrai. Neviim shebenehem tiknu lahem le Israël. Alors Neviim shebenehem en l'occurrence c'est Moshe, Aaron et Myriam. C'est les patrons. Tiknu lahem le Israël, sheyu omrim oto al kol perek veperek ve'al kol tzara ve'tzara shelo tavona alehem, u'chenigalim mimena omrim oto al geulatan. Nous dit la Gemara dans le traité de Psachim, à la page 117, qui a décrété de dire le Hallel? Moshe. Dans quelles conditions? Dès qu'il y a une Tzara et qu'on a une Géoula donc sortie d'exil, une indépendance, eh bien, on dit le Hallel. Rashi, Bamakom, à cet endroit-là, nous dit, et je voulais amener directement Rashi, prenez juste les 2 derniers mots de Rashi, à la fin de la source numéro 8, qu'est-ce que c'est marqué? Kegon Hanouka. En d'autres termes, les Rabbanim Hashmonaïm de l'époque, ils ont dit, ah, on a 1, 2, 3, d'après le Shulchan Aruch de Moshe, quand on a 1, 2, 3, on dit le Hallel. C'est pour ça qu'ils ont dit le Hallel.
Agave, c'est exactement les mêmes raisons qui ont été amenées par le Rav Goren. Pour dire pourquoi on dit le Hallel à Yom HaAtzmaut. Nekuda Sof. Maintenant, au cas où vous ne seriez pas convaincu pour les Hashmonaïm, la Psikta de Hanouka, le Midrash, nous dit qu'à propos du Hallel, Ve'en korin et Hallel, ella al mapalata shel malchut. C'est-à-dire le Hallel, c'est pas juste on t'a fait un miracle et on t'a fait kiffer. C'est quand il y a la malchut qui te dominait, qui est tombée. Il dit le She'avar haïnu avadim le Paro, avadim le Yavan, ve'achshav avadim shel HaKadosh Baruch Hu, anu, alléluia, alléluia, avdei Hashem. C'est clair? Yofi. Ben c'est super. Donc le Hallel, on sait, qui a décrété, c'est les Nevi'im et les bougies. Parce que pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qui se passe avec nos bougies. Personne ne m'a mentionné les bougies. Je vous rassure, la Gemara, cette même Gemara de Shabbat, elle va une page plus loin nous parler de l'allumage des bougies. Et elle va poser un autre problème de malade, c'est le deuxième cours qui est là. Je ne savais pas lequel on avait fait. Elle pose une question sans la poser. Elle nous balance la marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Est-ce qu'on allume de 1 à 8 ou de 8 à 1? Elle est fantastique cette Gemara. Pourquoi? Parce que Beth Hillel et Beth Shammai, c'est 200 ans après Hanouka. Ils ont fait quoi pendant 200 ans? Ils ont allumé de 1 à 8 ou de 8 à 1? C'est-à-dire, je rentre pas là-dedans. À mon avis, ils n'ont pas allumé. Mais c'est le deuxième cours. Pas maintenant. Mais Kitsour, c'est un truc de malade. On en parle de l'allumage de Hanouka, mais quand on en parle, eh bien la Gemara pose une question. Iné, je vous amène ici à la source numéro 7. On a sauté la 7, j'y reviens maintenant. Quand on allume les bougies, qu'est-ce qu'on dit avant d'allumer? On dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, le'adlik ner Hanouka, ner shel Hanouka. Demande la Gemara, toujours dans notre Masechet Shabbat, et nous dit Ve'echan tzivanu. D'où ça vient tzivanu? Vous remarquerez qu'ils n'ont pas demandé ça pour le Hallel, parce que c'était Baruch. La Gemara dans Masechet Tzachim. Ils ont dit Ve'echan tzivanu. Donc puisque la Gemara, elle ne sait pas d'où ça vient, elle va donner deux réponses. Ça veut dire quoi qu'elle donne deux réponses? Elle n'est pas convaincue. Regardez les réponses. Amar, c'est là, Rav Avouya Amar. D'où est-ce qu'on apprend l'allumage des bougies? Mi lot asur. Mazé lot asur, c'est un verset que je vous ai amené ici. C'est là, Alpi la Torah asher yorucha ve'al hamishpat asher yomru lecha ta'aseh, lot asur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est lot asur? Il faut écouter les rabbanim. On a une mitzvah d'écouter les chachamim. En d'autres termes, d'où ça vient l'allumage des bougies? Il y a forcément des rabbins à un moment donné, peut-être les rabbanim hashmonaïm, qui ont dit on allume. Toi, tu as une mitzvah d'écouter les rabbins, c'est bon. Donc ça veut dire que c'est une mitzvah des rabbins. Seulement, elle n'est pas convaincue, et donc elle dit Verav Nechemia Omer, Sheal Avicha Ve'agetra Zekenecha Ve'yomru lach. En d'autres termes, pourquoi on allume? Parce que ton père est allumé. Et lui, pourquoi il est allumé? Parce que son père est allumé. En d'autres termes, minag. Non, d'où on apprend. Mais Ran Sivan, qui nous a ordonné de faire ça? Donc soit c'est les rabbanim à un moment donné, soit la sorette. Fait me varim al minagim. C'est ça d'ailleurs. Donc soit l'un, soit l'autre. Mais vous comprenez que Orat Nevi'im, un enseignement des prophètes, et des rabbanan ou masoret, pour l'instant nos prophètes y gagnent. D'autant plus que pour l'instant je ne sais toujours pas véritablement d'où ça vient mon allumage des bougies. Toujours pas. Ça va. Quoi qu'il en soit, avec ça, ça nous paraît évident que la raison numéro 1 de la fête, c'est la guerre, la victoire, l'indépendance. Il n'y a même pas de possibilité de remettre ça en cause. Alors, s'il y a quand même une possibilité de remettre ça en cause. Parce qu'il n'y a rien de plus fort, aucun chiour, jamais, ne pourra être plus fort que la Metsiout. La Metsiout, la réalité. Il n'y a rien de plus fort que ça. Or, pas vous êtes des tzadikim évidemment, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des gens, peut-être, par inadvertance, qui pourraient omettre un petit alanissim dans un Birkat Amazon dans la semaine de Hanouka. Il est possible. Ou peut-être qu'on pourrait omettre le Hallel dans une tfila, je ne sais pas. Ça, j'ai entendu. Vraiment pas vous. Par contre, je pense que là, on est tous d'accord que personne n'oubliera les bénis. Personne n'oubliera l'allumage des bougies. La Metsiout, la réalité fait que l'allumage des bougies, elle a battu le Hallel en gros. Bégadol. Et la réalité fait que Nespach Hashemen
a battu la victoire contre les Yéven. C'est plus visible. C'est plus visible et plus sympa. C'est plus visible et plus sympa quoi? D'allumer une petite Hanouka? Mais non, c'était surtout que quand ils ont commencé à le faire, ils n'avaient pas de... Ils étaient... Toi tu sais déjà quand ils ont commencé. On sait pas. Toi tu dis parce que c'est quelque chose, c'est une réunion sympa. Parce que se réunir à la synagogue pour dire une prière, c'est pas... Ouais, mais on aurait pu trouver autre chose. On aurait pu trouver autre chose, on aurait pu faire des feux d'artifice, on aurait pu faire des mitzadim tzvaïm. Hallel Oda, c'est Hallel et à la Nissim. D'accord. Chose... Ah, tu dis donc c'est technique, c'est parce que c'était pas assez fun. La réalité, elle est plus... Donc tu dis la réalité elle a fait que parce que c'était pas fun. C'est plus fun que d'habitude. Non, c'est le Hallel par rapport au... Non, parce que les bougies c'est plus fun que... Tu dis les bougies c'est plus fun. Seulement je sais toujours pas qui c'est qui m'a dit qu'il fallait allumer les bougies. Il a dit qu'apparemment Beth Shammai et Beth Hillel après 200 ans, c'est même pas sûr qu'ils allumaient 200 ans avant. Ouais. Ça a commencé en exil l'allumage. Et ça d'ailleurs. De la guerre, non, pas en exil. Pas en exil. 200 ans, Hillel et Shammai, c'est pas en exil. C'est sous Hérode. C'est pour une autre... Mais je veux pas rentrer dans le... Mais l'homme jamais. Quoi qu'il en soit, la réalité fait que. La réalité fait que, et donc pour comprendre cette réalité, parce qu'on ne peut pas se battre contre la réalité, toi tu dis que c'est parce que c'est plus fun, moi je pense que c'est parce qu'il y a autre chose, mais on va voir ça maintenant, il faut qu'on revienne aux origines. Les amis, quand on parle de Malchut Yavan, ben les amis, Malchut Yavan, je sais pas, c'était quoi le problème? Malchut Yavan, regarde, je saute 2 secondes à la source numéro 15, volontairement je saute. Un verset que vous connaissez, il y a marqué Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz haïta tohu vavohu. Vous connaissez ces versets? Et Chazal nous disent Tohu c'est Babylone, Vohu c'est la Perse, Chosher c'est la Grèce. Et je voudrais prendre ça comme point de départ parce que franchement, quoi, la Grèce c'est l'obscurité? La Grèce c'est Aristote, c'est Platon, c'est Socrate, c'est la philosophie, c'est la démocratie, c'est l'esthétique, c'est le sport, c'est... Tout ça c'est l'obscurité. Quel était le problème entre les Grecs et nous? Franchement, quand les Grecs ont commencé à rentrer en Israël, quel était leur lien avec nous? On était positif ou négatif? Mais c'est positif, c'était la folie. Et je ne te parle pas forcément des Haggadot de Chazal qui nous disent que Shimon HaTzadik il a rencontré Alexandre le Grand. Et qu'on nous raconte que Shimon, quand il est arrivé à sa rencontre, Alexandre il s'est prosterné devant lui. Alors là on y va de sa petite Haggadah, pas de problème, que Alexandre il raconte qu'à chaque fois avant de partir en guerre il voyait en rêve la nuit un personnage, une dmout qui le bénissait et grâce à ça il gagnait. Et quand il arrive devant Shimon HaTzadik, il voit, mais ça c'est toi. Il se prosterne, machin, super. Après il lui dit, tu sais quoi, on a un petit problème avec les Chambronim là dans le nord, tu veux pas leur détruire leur temple, ça me ferait kiffer. Et Alexandre il le fait. Et en reconnaissance, bien Shimon HaTzadik il impose que cette année-là tous les enfants, garçons qui vont naître, vont s'appeler Alexandre. De là le nom Alexandre rentre dans le peuple juif. Donc au-delà de ça, ça c'est raconté chez nous. Qu'est-ce que les Grecs ils racontent? Ils racontent cette rencontre avec les Juifs. Il y a un monsieur qui s'appelle Cléarchos. Vous connaissez Cléarchos? L'élève d'Aristote. Un de ses élèves. Qui le suit dans tous ses accompagnements et lui, il suit Alexandre, c'est son précepteur. Et il raconte, il fait état d'une rencontre entre son maître, Aristote, et un juif du nom de Shimon. Certainement Shimon HaTzadik. Et il raconte que son maître, Aristote, était tellement impressionné par la sagesse de ce juif, qu'il était tellement sage qu'on aurait presque pu penser qu'il était grec. C'est pas mal. Maintenant, les Grecs, c'est la grande folie. Maintenant, qu'est-ce que nous on dit? Nous les Juifs, avec notre vision étriquée du monde, recroquevillés sur nous-mêmes. Ben regardez ce qu'on dit dans la source numéro 10. Dans la tfila qu'on rajoute à Hanouka, à la Nissim, on dit Bimei Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol Chashmonai Uvanav Kesheamda Malchut Yavan Aresha'a. Malchut Yavan Aresha'a. Comprenez-moi bien, Yavan, la Grèce, elle va régner sur Israël pendant à peu près 180 ans. Sur ces 180 ans, on va avoir Antiochus numéro 4 qui va nous faire des problèmes pendant 3 ans et demi. Un roi, 3 ans et demi, sur 180 ans de règne. Tout le reste du temps, c'était sa baba. Et c'est pour ça que tu l'appelles Malchut Yavan Aresha'a. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Eh bien non. Antiochus n'était que l'expression concrète de ce qui a toujours été latent chez les Grecs. C'était quoi? Eh bien, je vous ai amené ici le vrai Noussar. Pourquoi je dis le vrai Noussar? Parce que c'est pas ce qui a marqué dans la majorité des Sidurim, mais Baruch Hashem, on a retrouvé le Sidour de Rabbeinu Saadia Gaon, donc il y a déjà presque 1000 ans. Donc on a pu remettre maintenant au goût du jour le Noussar de l'époque. Dans les Noussachim qu'on a, on dit en général, c'était quoi leur problème? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire?
Malchut Yavan Aresha, la Mecha Israël, la Shkicham Toratecha, qui voulait nous faire oublier ta Torah. C'est comme ça qu'on nous l'a enseigné. À savoir, c'est pas bien, parce qu'il voulait pas qu'on soit des Shomrei Shabbat. Seulement, chez Rabbeinu Saadia Gaon, il y a une lettre en plus qui change tout. Ils disent la Shkicham Mitoratecha. Ça veut dire quoi? Qui voulait les faire oublier de ta Torah. Vous avez peut-être oublié, mais il se passe un truc 2 générations après Alexandre. 2 générations après Alexandre, le roi grec de la région, qui s'appelle Ptolémaos numéro 2, parce qu'il y a la maison des Ptolémées au sud, en Alexandrie, il y a la maison des Séleucides au nord, en Syrie. Le terrain de jeu, c'est Israël au milieu. Pendant une centaine d'années, on va être sous la main des Ptolémées, ensuite sous la main des Séleucides, l'homme chané. Ptolémée de Philadelphos, c'est lui qui va créer la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et c'est lui qui va faire ce qui est marqué dans la source numéro 11, la fameuse Septante. Targum Hashivim, Septuaginta, messieurs, dames. Seulement, d'où on sait ce qui s'est passé? Dans un livre, une lettre, plus exactement. Une lettre qui est la lettre d'Aristéas à Philocrates. 2 juifs, comme leur nom peut l'indiquer. Quoi? Parce que vous ne connaissez pas de juif qui s'appelle Catherine? Ou Eric, comme mes parents, qui s'appellent Catherine et Eric? Quoi? Hein? Quoi, gare à moi? C'est pas sûr, c'était la loi. On n'avait pas le droit de donner des noms qui n'étaient pas dans le calendrier des saints. Alors, mon père, en plus, il a hérité de Paul, en plus. Parce que vu que à la Torah, c'est Paltiel, et que Paltiel, ça faisait pas partie du calendrier de M. Éric Zemmour, donc il était obligé de trouver un truc qui ressemblait. Alors, Paltiel, c'était Paul. C'est-à-dire, donc, Éric Paul. Mais c'est barour que c'est un héritage culturel de 2000 ans de France. Barour, on n'est pas dupes. De la même façon que Aristéas, j'imagine que ses ancêtres en Égypte ne s'appelaient pas comme ça. Donc Aristéas, il envoie une lettre à Philocrates, son pote, et il raconte les événements de la traduction de la Torah en grec. Les amis, quand on lit ça, je vous donne quelques lignes seulement, mais quand on lit ça, mais Matan Torah, c'était du petit joueur à côté. Genre les mecs, ils étaient comme des oufs. À Alexandrie, on traduit la Torah en grec et tout le monde est super heureux. On lit la Torah traduite devant le roi et tout le monde fait des éloges terribles. Et on donne des cadeaux aux Chachamim qui ont traduit, machin, un truc de malade. Et on fait même une klala contre les gens qui viendraient changer la traduction. Et les Grecs vont placer cette Torah traduite dans la bibliothèque. À côté d'Aristote, de Platon, ce que tu veux. Autant te dire que c'était la folie. Mais il est là tout le problème. Les Ashkicham mi-Toratecha. Les Grecs, ils veulent la Torah. Nous dit d'ailleurs le roi, Iné, source 11, après les 72 jours où les Chachamim ont terminé la traduction, ça, je traduis directement, elle a été lue aux Juifs d'Alexandrie, ils ont tous dit que c'était génial, et ils ont même fait des malédictions contre ceux qui allaient changer la traduction. Ensuite, elle a été lue au roi, il a kiffé, et en plus, il a dit, c'est incroyable qu'une telle sagesse n'était pas connue des Grecs jusqu'à présent. Et il est là tout le problème. Ils veulent la Torah. Mais qu'est-ce qu'ils ne veulent pas? Les Ashkecham mitoratecha. Ils veulent pas qu'on oublie la Torah. Ils veulent que la Torah, elle oublie Am Israël. Ils veulent la Torah, ils veulent pas d'Am Israël. C'est pour ça que la Ganénette, elle avait raison, elle nous a enseigné qu'Antiochus, il a fait 4 xérot. Il nous a interdit de faire 4 choses. Qui sont les 4 mitzvot qui montrent la spécificité du peuple juif par rapport aux nations. Shabbat, dans le temps. Brit Mila, dans le corps. Limud Torah, évidemment pas Torah chez Birta, parce que c'est la bibliothèque, mais Torah chez Béalpé, qui est le limud propre à Israël, et Rosh Chodesh. Pourquoi Rosh Chodesh? Pour oublier les fêtes. Pire que ça, tu as raison, mais encore plus loin. Parce que qui décide quand c'est Rosh Chodesh? C'est moi. C'est-à-dire c'est la Kedusha qui est à l'intérieur du peuple juif qui peut décider quand c'est Kadosh et quand ça l'est pas. C'est ça qu'ils voulaient nous faire oublier. Et donc, l'ashkicham mitoratecha. C'est-à-dire, ils voulaient nous faire oublier de ta Torah. Ils voulaient la Torah, ils voulaient pas l'âme Israël. Parce qu'ils prenaient la Torah comme une chokhma. Une sagesse, par définition, elle est impersonnelle. Ça ne change rien, vraiment, à la loi de la gravité de savoir que Newton l'a dévoilée. Les pommes tombaient de l'arbre avant lui, elles ont continué à tomber après. Mais la Torah, c'est pas une sagesse. Il y a plein de sagesse dans la Torah, je dis pas le contraire. Mais si on devait donner une définition de la Torah, à mon sens, la meilleure, c'est Dvar Hashem. La parole de Dieu. Or, si c'est une parole, messieurs, dames, c'est Me'od Chashuv, très important de savoir qui parle et surtout à qui il parle.
Tu parles pas de la même façon à ton fils, à ton frère, à ton mari, à ton patron. Si tu enlèves le sens identité de cet enseignement-là, il ne te reste plus rien. L'ashkicham mitoratecha. Maintenant ça, on l'a compris, mais peut-être un peu tard. D'ailleurs, comment ça se fait qu'on est sorti en guerre? Comment ça se fait qu'on est sorti en guerre? Quel a été le issue qui nous a fait sortir en guerre à Hanouka? Ben, c'est ça le problème. Si tu demandes à Sefer HaChashmonaïm, qui a été écrit, je le rappelle, en grec pour les relations internationales, on raconte une histoire bien religieuse. Qu'un jour, il y a un gouverneur qui est venu à Modi'in avec une statue de Zeus portative, qui a dit voilà, celui qui se prosterne devant Zeus, on va le faire kiffer. Là, il y a un Mityaven, un jeune juif qui est venu, il a dit moi je prends. Et là, Matityahu qui était là, c'était sa ville, il habite à Modi'in, il a dit non, ça va pas le faire. Il a dit dans ma ville, il n'y a pas. Il a dit Mil Hashem Elai, il a sorti son épée, il a tué le grec, il a tué le juif, il a tué le cochon, il a tué la statue, il a tué tout le monde. Et c'est comme ça que ça a commencé. En gros, on s'est battu pour la Avodazara. C'est fait. Ah, c'est pas ce qui est marqué dans les Midrashim. Dans la Psikta de Hanouka, c'est marqué Mashu Acher, ce que tu disais. Le mariage. Attention, quoi tu dis toi? Avec Yehudit. Ah, parce que toi aussi on t'a vendu ça. C'est fantastique. J'ai acheté Hashana Mesaperet pour mes enfants. Sur Hanouka. Franchement, pas mal. La première partie. Jusqu'à ce qu'il me balance ma assez Yehudit. Oui, parce qu'on vous a dit que Yehudit, elle était en rapport avec Hanouka. Vous savez, Yehudit, Gibora, elle a tranché la tête de son ennemi. Hein, c'est pas mal. C'est fait méode, je kiffe l'histoire. Mais le problème, c'est que, tu sais d'où elle vient l'histoire? Si, de Sefer Yehudit. Il y a un livre qui s'appelle Sefer Yehudit. Le seul problème, c'est que ça n'a rien à voir avec Hanouka. C'est l'histoire de Yehudit qui a tranché la tête de Holofernes, mais en fait son vrai nom c'est Holaparna, mais juste que les Grecs ils l'ont traduit. Ça se passe sous la domination perse. C'est 250 ans avant Hanouka. Ça n'a rien à voir avec Hanouka. Et je te raconte même pas ce qui a marqué dans Mishnah Berurah, qui te dit que Noagim Ashkenazim le'echol ma'achale chalav beChanouka. Parce que Yehudit, elle lui a donné du lait et que ça l'a endormi et donc elle lui a tranché la tête. Donc non seulement ils ont balancé du Yehudit à Hanouka, ce qui est déjà une erreur historique sympathique, mais en plus, parce que Yehudit elle lui a pas donné à boire. Elle a fait autre chose, j'ai pas envie de te dire ce qu'elle a fait. Elle a trouvé d'autres moyens pour le fatiguer. Ça, c'est... On n'en parle pas, c'est-à-dire, ne me lance pas là-dedans. Par contre, le coup du lait, on sait d'où il vient. On sait qu'il y a une femme qui effectivement a donné du lait pour endormir son ennemi. Yael. Sauf que ça, pour le coup, c'est pas 250 ans avant, c'est 1500. Plus minus 17 minutes. C'est-à-dire, il y a une grande salade, l'homme chané, c'est une khatouna, on ne sait pas vraiment qui sont les protagonistes. Est-ce que c'est la fille du Kohen Gadol avec un des enfants de Matityahu? Est-ce que c'est la fille de Matityahu avec un enfant de Kohen Gadol? L'homme chané, les noms ne sont pas importants. Il y a des midrashim qui l'appellent Yehudit, il y en a qui l'appellent Yael, il y en a qui l'appellent Hanna. L'homme est chané. Le fait est qu'il y a un mariage. Un mariage, attention, de l'oligarchie jérusalémite. Tout le monde est invité. Alors, évidemment, c'est des religions, ce mariage. Je vous rassure, tout était Méhadrin, Mina Méhadrin. Hein, Bassar, Glat, Rav Marpoud, ce que tu veux. C'était pas des kippot rougot, c'était du vrai, quoi. Maintenant, attends, il y avait évidemment une mechitza en béton armé avec du verre pilé au-dessus. Hein, d'accord, ça, la base. Et d'ailleurs, peut-être ils ont fait ça en face, je sais pas, je vois l'homme jamais. Quoi qu'il en soit, au final, tout le monde a kiffé. La folie. Tout le monde était très content, le khatan était bourré de toute façon. Mais il y a une personne qui n'était pas à fond, c'était la Kala. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'elle savait que dans quelques heures, à la fin de la simcha, il y avait le droit de cuissage. Elle ne retournait pas chez son khatan, elle allait chez le gouverneur grec, et hop la bougie. Et donc elle a décidé qu'il fallait faire quelque chose. Elle a enlevé sa robe, elle a été du côté des garçons. Alors là, je te rassure, évidemment, les hommes ont réagi de manière tout à fait contenue. Prête, ça baisse, mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la folie! Ils ont sorti leurs épées, parce qu'on vient à un mariage avec des épées, c'est normal. Et ils ont voulu la tuer. Et là, ils lui ont dit, mais t'as pas honte, t'as pas un dernier mot à dire? Tu nous fais honte! Là, elle a voulu, moi, je vous fais honte. Et vous avez pas honte de voir ce qui se passe, ce qu'on fait au peuple juif et au Benot Israël depuis 3 ans et demi? Ah, c'est pas le premier mariage, ça fait 3 ans et demi qu'à chaque mariage. Ah d'ailleurs, comment ça se fait que le gouverneur il sait quand il y a un mariage? Ah, c'est trop facile. On va pas l'inviter quand même. Mais si, enfin il sait quand il y a un mariage, parce que le mariage c'est le jeudi. Enfin c'est le mercredi, c'est le mercredi. Tous les mariages c'est le mercredi.
Ah bah oui, on va quand même pas se marier le mardi. Parce que Chazal, ils ont dit il faut se marier le mercredi. Pourquoi? Parce qu'il y a le tribunal le jeudi. Ah, t'es trop ultratique comme mec. C'est vrai, tu as raison. C'est la 3e page dans ma série de Kiddushin. Mais prends la 2e. Non, c'est vrai. Tout de suite, parce que peut-être mes cartes à haute, peut-être que le drap il sera pas. Non, on va faire plus joli, hein, on est plus poétique. Parce que le Yom Hamishi, dans la création du monde, Dieu il a fait une bracha à la dagim. Qu'ils aient plein de petits poissons. Et donc, si on se marie le mercredi, eh bien l'acte premier sera le jeudi. Et donc, comme ça, ils auront une bracha comme les dagim. C'est quand même plus joli. D'accord ? Hein, t'as vu ou pas ? De là. Bon, enfin, tout ça pour dire que quoi ? Ben que, voilà. Et donc, finalement, les mecs, ils se disent, non, mais t'as peut-être pas tort. Et ils vont aller tuer le grec, et c'est comme ça que ça va commencer. En d'autres termes, ce qui nous a poussé à sortir à Hanouka en guerre, c'est pas un problème de religion. C'est un problème qui touchait à l'essence même de notre identité d'Israël. L'essence même qu'on n'a pas appris au Beth Midrash, mais qu'on a bel et bien appris à la maison. J'arrête pas de vous dire les rabbanim de Hanouka, les rabbanim de Hanouka. C'est qui les rabbanim de Hanouka? C'est pas Yehuda Maccabi. C'est qui les personnages rabbiniques de l'époque de Hanouka? Hein? Alors il y a des Kohanim, mais c'est pas eux le chef du Sanhedrin. Et bien comme de par hasard, vous savez que Hanouka sera toujours fêté au moment où on va lire dans la Torah les parachutes de Yosef. Semble-t-il qu'il faut apprendre de Yosef pour comprendre Hanouka. Semble-t-il que Yosef, il est Yosef Hatzadik parce que il n'est pas tombé avec qui? Avec pas Potiphar, avec la femme de Potiphar. Le problème de Yosef, c'est la Goya. Le problème de Yosef, c'est est-ce que là-bas, je vais m'assimiler, perdre mon identité ou pas? Quand il va finalement presque aller avec elle, nous dit Chazal, finalement, la Asot Melarto, quand il y a marqué dans la Torah, va y aller la Asot Melarto, il voulait aller avec elle, ça y est. Et au moment où ils étaient en train de presque y aller, il a vu Dmout Diokno chez la Vive, il a vu son père. Rachid s'arrête là, mais Chazal continue, ils disent, et il a surtout vu que s'il faisait ça, ses enfants ne ressembleraient plus à son père. Quand j'ai lu ce midrash de Chazal, j'ai compris à quel point André Neher avait raison. Parce qu'André Neher donne une définition de qu'est-ce que c'est un juif, et il ne parle pas au niveau ilchatique. On sait bien que ilchatiquement, un juif, c'est lui qui a une mère juive. Mais André Neher nous dit une définition extraordinaire dans la chaîne, il dit un juif, c'est celui qui a un petit-fils juif. Alors, rétrospectivement, il aura réussi à transmettre l'identité d'Israël. C'est pas quelque chose que tu apprends au Beth Midrash. Les deux rabbanim qui sont le Nassi à Sanhedrin Va'av Beddin à l'époque de Hanouka, comme de par hasard, ils s'appellent Yosef et Yosef. Yosef ben Yochanan ve Yosef ben Yoézer. Mishnah Pirkei Avot. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Je ne voulais pas amener ici, c'est dans l'autre cours, mais l'homme chané. La Mishnah Pirkei Avot, elle nous dit Yosef ben Yochanan ve Yosef ben Yoézer qui bloumem. Yosef ben Yoézer amar Yehi beitra beitvad la chachamim. Et Yosef ben Yochanan, il dira que, alors lui il dit, le premier il dit que ta maison soit un milieu de réunion des chachamim. L'autre, Yosef ben Yochanan te dit Yehi beitra patoar lirvacha, que ta maison elle soit ouverte pour tous ceux qui en ont besoin. Parce que Yosef et Yosef, qui ont appris de Yosef à Tzadik, qui sont les rabbins de Hanouka, ils ont bien compris que ce qui se joue à Hanouka, et il ne s'agit pas ici de propagande politique, absolument pas, c'est juste que c'est la traduction en hébreu. Ce qui s'est joué à Hanouka, c'est de savoir est-ce qu'on allait perdre la Baïta Yehudi ou pas. Est-ce qu'on perd la maison juive ou pas? Rabotai, c'est ça qui s'est joué. Parce que cette identité d'Israël, le fait que je vais sortir en guerre parce qu'on fait n'importe quoi avec nos filles, c'est pas un truc que les rabbins vont m'apprendre. J'ai pas besoin d'attendre d'être au la yeshiva pour apprendre ça. C'est un truc que je ressens du plus profond de moi. C'est un truc que j'ai appris à la maison. Et donc c'est pour ça que notre histoire de bougie commence à prendre une réalité. Nous dit Flavius Joseph, pourquoi on allume les bougies? On t'a dit c'est un minag, les rabbins, on sait pas trop. Il dit tout simplement c'était pas shoot. Qu'à l'époque où il y avait les xérotes, la Brit Mila on pouvait pas la faire, mais il y en a qui voulaient la faire quand même. Maintenant on a besoin de minyan pour faire la Brit Mila. Donc comment on va dire aux gens? Le premier soir on allumait une bougie à la fenêtre. Le deuxième soir une deuxième bougie. Le troisième soir, quand il y avait 8 bougies, le lendemain les gens ils savaient, il y a une Brit. C'est-à-dire que les bougies de Hanouka, elles prennent leur source dans quoi? Dans le fait qu'on fait rentrer quelqu'un d'autre dans l'alliance qui s'appelle Klal Israël. Et cette raison, elle est la raison qui va faire que les bougies vont devenir le symbole de Hanouka. Évidemment que Hanouka c'est la victoire militaire. Évidemment que c'est l'indépendance. Mais pendant l'exil, on ne pouvait pas fêter l'indépendance. C'était pas... Donc on s'est rattaché à ce qui va nous permettre un jour
de revenir à notre indépendance. Rabotai, n'est-ce pas Hachemen? C'est pas ça l'histoire. Les bougies, c'est ça l'histoire. Et donc on te dit pourquoi est-ce qu'on allume les bougies Pirsum et Nissa. D'ailleurs, où est-ce qu'on doit la mettre la Hanoukia? Et c'est à la fenêtre. N'importe quoi. À la fenêtre, si on a peur des goïms. À la porte. Mais c'est idiot. Si le but du jeu, c'est de faire qu'un maximum de gens voient, faire un allumage Chabad. Seulement, même le Chabad qui fait son allumage à la Tour Eiffel, il aura quand même allumé chez lui. Pourquoi la halakha demande d'allumer chez lui? Pas shoot meod, c'est du shivouk. Je mets un spot sur le moutsar, sur le produit qui a marché. Ce qui a marché à Hanouka, qui a fait qu'on est sorti en guerre, qu'on a retrouvé notre indépendance, c'est quoi? C'est la maison juive. Vient le Rambam et dira 1000 ans plus tard, si je pouvais demander à la maison d'allumer, je demanderais à la maison d'allumer, c'est pas possible. Alors comme c'est pas possible, je demande à chaque personne de la maison d'allumer. Vient Tosfot et te dit, si je pouvais demander à la maison d'allumer, je lui demanderais. C'est pas possible. Alors je demande à celui qui est le chef de la maison d'allumer. Vient Am Israël après et dit, vous savez quoi? Comme on va vous montrer que c'est pas une histoire de rabbin, mais c'est une histoire de maison, les Ashkenazim ils ont essayé de faire comme les Sfaradim, et les Sfaradim ils ont essayé de faire comme les Ashkenazim. Pour bien te dire que ce qui est en train de se jouer ici, c'est l'identité la plus profonde d'Israël. Zeh Chag HaNouka. Et c'est pour ça que le miracle, parce que n'est-ce pas Hachemen, il y a eu quand même, c'est pour ça que le miracle il a été fait d'Afka dans la Ménorah. Nous dit le Rav Kook dans la source numéro 16, ce sera en dernière source, nous dit le Rav Kook, pourquoi est-ce qu'il a fait le miracle dans la Ménorah? Pourquoi pas dans un autre ustensile du Beth Amikdash? Bien parce que la Ménorah, on aurait pu penser que, viens on fait dans le Kodesh HaKodashim un miracle, c'est encore plus fort que la Ménorah. On dit oui mais dans le Kodesh HaKodashim il y a la Torah. Tu aurais pu penser que la Torah elle est plus forte que la Ménorah qui est que dans le Kodesh. Dit le Rav Kook, non, c'est une erreur. La Ménorah, comme elle n'a pas besoin d'être protégée à l'intérieur, qu'elle est capable d'éclairer à l'extérieur, elle est encore plus forte. Qu'est-ce qui est plus grand? Un Barou Yeshiva qui est dans les murs de la Yeshiva, que s'il sort de la Yeshiva, il ne sait plus où il est perdu? Ou quelqu'un qui est capable également d'aller transmettre à l'extérieur? C'est la Ménorah. Et c'est pour ça que dans la Ménorah, avant n'est-ce pas Hachemen, il y avait un miracle. Toujours. Qui a commencé à prendre fin à la mort de Shimon HaTzadik, mais qui était tout le temps là, tous les jours. Quoi? C'est quoi Ner Tamid? C'est-à-dire, Ner Ma'aravi, la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. Nous dit la Gemara Lama, et doute l'echol bae olam, un témoignage pour l'humanité tout entière, chez Shrina Shora Be Israël, que la présence divine règne au sein du peuple juif. Rabotai, c'est ça Hanouka. Alors c'est quoi n'est-ce pas Hachemen? N'est-ce pas Hachemen? Ce n'est que la traduction de ce qu'on a mis en pratique lors de la victoire militaire. Le fait qu'on a réussi, grâce à l'éducation qu'on avait reçue à la maison, de faire redorer la grandeur d'Israël en retrouvant notre indépendance. Aujourd'hui, Chag HaNouka peut enfin être refêté comme il se doit, en remettant les bougies à leur véritable place, pas comme étant un simple symbole d'un miracle, mais comme étant le miracle lui-même, à savoir la transmission depuis 2000 ans de l'identité du clan d'Israël, chez Yelanu, Chag Sameach.